il fait nuit, vous êtes dans votre chambre couché. Vous promenez un peu votre main, vous touchez une boîte d'allumettes. Tout de suite, vous savez que vous avez touché une boîte d'allumettes. Essentiel. Nous sommes d'accord. Si vous avez tombé sur une épingle, Ouais. vous savez tout de suite que c'est cela. Ça, les Nous sommes d'accord. Il s'agit d'une bougie, vous savez que ça c'est une bougie. Quand vous n'avez pas de lumière, quand vous vous levez, vous pouvez toucher un peu en bas, vous pouvez toucher votre chaussure et vous savez que ça, ce sont mes chaussures. C'est avec le toucher. Ça, je peux le dire d'une façon plus claire, quoi, n'est-ce pas? Maintenant, il faut transformer tout cela en points. Ce qui remplace la bougie, c'est quoi? C'est la forme. Mais la lettre A peut être remplacée par une forme qui signifiera A. La lettre B sera remplacée par des formes qui signifieront B, etc. Les gens pensent à Thiès. Est-ce que vous pouvez juste revenir par rapport à cette petite histoire? Pourquoi Thiès? Non, il faut le dire, avant Thiès, il existait autre quelque chose. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, en 1976, il y avait ce que nous appelions éducation intégrée. Éducation intégrée, cela veut dire que les enfants non-voyants que nous avions, ils habitaient chez eux, ils étaient en famille, et maintenant ils poursuivaient leurs études dans les classes, dans les écoles voisines. Donc, un enfant de Thiaroye, il restera à l'école de Thiaroye. Un enfant de Sébikotane, par exemple, sera à l'école de Sébikotane. Donc ça, c'était pour faciliter un peu, n'est-ce pas, la prise en charge de l'enfant. Ce qu'il avait à faire, le matin, il quitte sa maison, il vient à l'école, il trouve sur place un éducateur spécialisé qui l'attend, qui s'occupe de lui pendant toute la journée. À la fin des trucs, il rentre. Alors là, il a l'occasion de rester avec des élèves voyants. Donc de les côtoyer, de travailler avec eux, de partager tout avec eux. Et cela facilite l'intégration future de l'enfant, n'est-ce pas, à la fin, peut-être, à la fin de ses études. Donc c'est ça qui a été recherché. C'est ça que nous avions appelé l'éducation intégrée. Nous avons travaillé là-dessus pendant quelques années, jusqu'en 1981. Mais ce qui s'est passé, ça n'a plus marché. Dans la mesure où, au niveau de la prise en charge, ça ne marchait plus parce que les élèves n'étaient pas forcément chez eux. Ils étaient donnés à des familles. Ensuite, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça ne marchait plus parce que le matériel didactique que nous utilisions pour la formation des enfants manquait. Et les enseignants eux-mêmes que nous n'étions pas dans de bonnes conditions. Parce qu'on a été recrutés comme instituteurs stagiaires et on nous a jetés comme ça dans les classes. On nous a demandé de faire des résultats. Donc, jusqu'en 1981-82, l'UNAS, c'est-à-dire l'Union nationale des aveugles du Sénégal, qui était à l'origine de cette éducation des élèves handicapés, a créé ce que nous appelons aujourd'hui l'INEFJA. C'est INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Alors là, les enfants étaient tous regroupés dans un internat pris en charge par l'État. Alors c'est là-bas où nous avons continué, n'est-ce pas, le travail. Et comment se faisait le recrutement? Qui était admis à l'INEFJA? À l'INEFJA, tout élève non-voyant sénégalais qui avait moins de 10 ans, il était possible de le prendre. Donc il n'y avait pas de limite. L'âge, c'est-à-dire peut-être qu'on cherchait un peu à aider le maximum possible. C'est-à-dire que vous savez qu'au CICP, c'était 6 ans, 7 ans. Nous prenions jusqu'à 8 ans, 9 ans, voire 10 ans. Donc c'était comme cela que ça se faisait. Mais il fallait d'abord être postulant. Les parents vous amènent l'enfant, vous le testez, ça veut dire tester. C'est-à-dire voir est-ce que cet enfant-là, en l'amenant dans un internat, est-ce qu'il est possible qu'il puisse poursuivre des études normales par rapport aux tests psychologiques que nous faisons. Est-ce qu'il sait compter? Est-ce qu'il a le toucher normal? Est-ce qu'il se déplace bien? Quel est le degré de sa cécité? Voilà, c'est ça que nous faisions comme test. C'est à partir de ce moment-là que nous prenions les enfants. Mais puisque le nombre de places était limité, il est évident qu'il y avait une sélection à faire. Voilà, vous ne prenez pas tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas accéder à ça. Mais au niveau de l'établissement également, est-ce qu'il y avait des difficultés que vous, en tant qu'enseignant, rencontriez? Les difficultés,
Parce que c'est pas évident que tous les élèves puissent poursuivre jusqu'à un certain niveau. Les parents également, il y en a de ces parents qui ne laissent pas leurs enfants danser. Est-ce qu'ils ont cette confiance pour vous laisser? Non, dès que le parent d'élève amène son enfant, c'est pas nous qui allons les chercher. Mais si le parent d'élève prend son enfant, il l'amène à l'INEFJA, c'est que déjà il est convaincu que ce qui se passe là est bon. Donc il n'y a pas de problème entre nous et les parents d'élèves. Le parent d'élève qui vient, c'est qu'il sait que l'INEFJA existe et au niveau de l'INEFJA, voilà ce que l'on fait. Donc il l'amène là, il n'y a pas de problème. Mais peut-être le problème qu'on pourrait avoir, c'est le suivi de l'enfant au niveau de l'école. Est-ce que le parent vient à l'école pour voir comment progresse cet enfant-là? Est-ce que le parent vient voir l'enseignant pour voir quel est son comportement? Est-ce qu'il vient voir le surveillant pour savoir quel est le comportement de l'enfant dans les dortoirs? Voilà, c'est ça peut-être qui manquait. Mais à part cela, je crois que c'était comme dans toutes les écoles. Et si vous aviez à faire un bilan de résultats depuis que vous travaillez avec ces enfants, est-ce qu'il y a eu résultat? Non, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui font un cursus scolaire normal jusqu'au CM2. Comprenez? Avec le même programme que le programme que vous connaissez, le programme de l'école élémentaire, n'est-ce pas? Ils le font, quand ils arrivent au CM2, ils font l'examen d'entrée en 6e comme les enfants normaux. Ils font le certificat d'études comme les enfants normaux au niveau du ministère. C'est le ministère qui l'organisait. Donc il n'y avait pas de problème majeur. Mais il y a eu de très bons résultats. Il y a eu de bons résultats. Et par rapport à le fait de poursuivre dans les écoles supérieures, oui. Est-ce que les enfants avaient accès à l'école supérieure? C'est-à-dire que si vous réussissiez, maintenant ça a changé depuis que j'ai quitté en 2006, maintenant ils font l'entrée en 6e. Mais avant, quand vous réussissiez à l'entrée au certificat d'études, on vous envoie dans les collèges ciblés à Thiès. Il y a 4 ou 5 établissements qui sont à Thiès, c'est là-bas qu'on les envoyait. Et sur place, ils trouvaient des enseignants spécialisés qui les aidaient, n'est-ce pas, dans la confection des textes qu'ils doivent utiliser dans les classes avec les professeurs. C'est comme cela que ça se passait. Et il n'y avait pas de problème du tout. Parce qu'ils ont le niveau, c'est un élève de l'INEFJA qui vient dans un collège en 6e. Il a, sur le plan français, il parle le français aussi bien qu'un élève de CM2 voyant. Il calcule aussi bien que lui. Il fait tout comme lui. Donc, si le professeur explique, c'est auditif. Nous sommes d'accord. C'est auditif. Donc, ce que le professeur explique, mais il l'entend et il comprend. Bon, maintenant, s'il y a des parties où il faut faire des dessins, mais l'éducateur spécialisé qui l'accompagne, il réajuste. Et par rapport à l'autorité étatique, est-ce que vous, en tant que doyen, l'État sénégalais a bien mis les moyens nécessaires pour mettre dans de bonnes conditions ces personnes? Voilà, il faudra peut-être relativiser un peu là, parce que l'État met ses moyens, n'est-ce pas, pour que les structures la marchent. Mais là où nous attendons quand même l'État, là où nous avons attendu l'État, c'est qu'il s'y intéresse mieux. Ce n'est pas justement aller chercher des millions et des millions, les mettre au niveau de l'INEFJA pour que ça peut marcher. Mais il y a encore mieux que cela. C'est-à-dire que mieux étudier la personne handicapée. Aller chez la personne handicapée. S'intéresser à la personne. Parce que quelqu'un qui s'intéresse à vous, et celui qui vient vous donner de l'argent uniquement parce qu'il peut vous donner de l'argent, mais ce n'est pas la même personne. Il faudrait donc que l'État s'intéresse davantage, n'est-ce pas, à cette éducation-là, en tenant compte des difficultés que rencontrent les enseignants depuis 1974-75. N'est-ce pas, ça traîne quelque part. Jusqu'au moment où je vous parle, ça traîne. Mais l'État a essayé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Par exemple, aujourd'hui, on vous parle d'étudiants non-voyants qui sont là en train de faire des mouvements parce qu'ils n'ont pas de prescription pour aller en France. Mais tout simplement parce que l'État n'a pas du tout fait une projection par rapport aux résultats antécédents. Ça venait, on voyait venir que ça viendrait un jour où les enfants non-voyants, les bacheliers seraient beaucoup plus nombreux. Mais on n'a pas trouvé de solution intermédiaire jusqu'au moment où je vous parle de ça. Ça parce que dans la presse, vous l'écoutez, souvent ils sont dehors. Mais avant, vous avez votre baccalauréat, immédiatement vous partiez en France. Et il y a une bonne trentaine, 30 et quelques élèves qui sont maintenant en France, qui ont terminé leurs études supérieures et qui s'occupent dans la fonction, qui travaillent, qui ont des fonctions, mais ils ne sont pas revenus. Tout simplement parce qu'ils savent que s'ils reviennent ici, ils n'auront rien. Donc, les infrastructures manquent? Totalement.
Il n'y a que l'INEFJA. Une réinsertion de ces personnes est difficile au niveau du Sénégal. Parce que le Sénégal, dans sa politique, n'a pas tellement pensé à ça. C'est au gouvernement sénégalais de penser à la réinsertion de ces personnes handicapées. Je forme des gens, ils sont handicapés, bon, ils ont réussi à ça et ça, bon, mais quand ils réussissent, où est-ce que je vais les mettre? Mais c'est vous qui formez, c'est vous qui devez réfléchir par rapport à cela. Ils ne vont pas sortir et croiser les bras, il faut leur dire que voilà, vous êtes sortis, mais allez, voilà le boulot qui vous attend. Donc si je suis votre logique, oui. Sous peu, le problème risque de perdurer par rapport à l'insertion de ces jeunes. Aussi bien les bacheliers que ceux qui ont été déjà formés. Oui, c'est ce qui va se passer. Mais j'espère bien qu'avec la situation actuelle, sans faire de la politique, je pense que le gouvernement actuel qui est là va prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver une solution définitive au problème que les enfants là sont en train de vivre. Parce que ce n'est pas possible qu'un enfant, depuis le CICP, qu'il fasse ses études, qu'il ait vu quand il faisait l'élémentaire ou le moyen secondaire, il s'était rendu compte que les enfants là qui étaient devant lui, qui ont eu le bac, sont partis en France. Peut-être que ça a été même une motivation pour qu'ils fassent eux-mêmes de très bonnes études, qu'ils viennent en terminale, qu'ils aient leur bac et on leur demande de croiser les bras. C'est ça qu'il faut éviter, c'est ça, c'est tout. Donc cette motivation-là, on va l'enlever, mais finalement le gosse va se dire que mais si je vais à l'école, c'est pourquoi faire. Je ne vais pas aller en France, de me défli, comme les personnes voyantes d'ailleurs. Je félicite un peu les responsables de l'INEFJA aujourd'hui parce que je constate qu'après notre départ, ils se sont battus jusqu'à donner à la structure une très grande capacité d'accueil. Parce qu'avant c'était 100, 120 et maintenant je crois que ça c'est presque le double. Donc c'est un excellent travail qui va donner quand même la chance à toutes les personnes aveugles, n'est-ce pas, la possibilité, l'opportunité de venir en formation au niveau de l'INEFJA. Ça, je les salue beaucoup. Ce que je ferai peut-être comme suggestion, qu'on revoie un peu la formation des enseignants. Parce qu'on ne peut pas former de bons élèves s'il y a des limites dans la formation de l'encadreur. Bon, je sais que nous avons eu une formation nette, claire, pendant 2 années. Au niveau de CFPS, nous avons fait une formation spéciale. Donc nous avons eu toutes les armes possibles sur le plan pédagogique pour mener à bien la mission qui était la nôtre. Bon. Mais après nous, je le disais tout à l'heure, en taquinant un peu, au niveau de l'État, il n'y a pas eu de suivi. Cela veut dire que nous sommes partis à la retraite. Ils ont recruté d'autres enseignants qui sont là-bas, mais qui ne sont pas encore des enseignants spécialisés parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la formation idoine. N'est-ce pas? Ils ont l'école de formation des instituteurs à l'EFI. Il est très possible de faire ce module au niveau de cette formation-là pour aider les enseignants quand même à maîtriser un peu l'outil braille pour pouvoir former les élèves. Mais ce n'est pas fait. Ils vous diront toujours que oui, dans les réunions, ils vous disent oui, on va le faire, oui, ils vous font des projets, mais à l'arrivée, vous ne les voyez pas. C'est ça qui est un peu terrible, quoi. On pense qu'il faudrait une meilleure implication, ne pas dire cela en réunion ou bien dans les radios et autres, non, mais réagir concrètement pour que quand même ces gens puissent avoir une bonne formation, pour que ça puisse continuer. Ça, je le fais. Bon, maintenant, pour les élèves non-voyants qui n'ont pas de prescription, je crois que il faudrait une grande concertation entre peut-être les anciens, peut-être les élèves intéressés avec les autorités et surtout des personnes qui sont imbues du problème handicapé visuel. Il faudrait qu'ils connaissent les personnes handicapées visuelles pour pouvoir défendre leurs intérêts. Mais pas des personnes totalement étrangères qui viennent dire que oui, qu'on fasse ça. Il faut connaître la personne handicapée, vivre, n'est-ce pas, la personne handicapée. Donc, s'approprier la personne handicapée. Pas de ce moment-là, s'il pose problème, vous pouvez trouver des solutions. Voilà. Je pense ça, il faudrait faire une concertation. Il ne faut pas que l'État reste là, dire que non, on ne peut rien faire. Non, c'est pas ça. C'est pas responsable. L'État ne doit pas dire que nous n'avons pas de solution. La solution, c'est il faut dire la vérité. Ça ne peut pas être, mais en contrepartie, voilà ce qui est possible de faire. Je crois que c'est comme cela qu'il faut travailler. Ensuite, demander aux parents de s'intéresser davantage à cela, parce que
Les élèves que nous avons eu à former dans les temps, ce sont des messieurs aujourd'hui, des responsables. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de tel, il peut faire ça, il peut faire là. La personne handicapée visuelle, là, au moins, je peux dire qu'il est pratiquement capable de faire tout. Parce que je ne l'ai pas vu conduire. Non, ça, je n'ai pas. Bon, j'ai vu aussi un médecin algérien aveugle qui nous disait un jour que lui, il était aveugle. Il a appris tout ça en étant aveugle, mais peut-être que c'est pour ironiser un peu, mais si j'étais malade, je n'irais pas voir un médecin aveugle. Il ironisait, quoi. Ça veut dire qu'il voulait nous montrer que l'aveugle peut tout faire. Ils peuvent enseigner dans les classes. Si vous allez à l'INEFJA aujourd'hui, vous trouverez des personnes handicapées visuelles qui enseignent les mathématiques, qui enseignent l'anglais, qui enseignent l'histoire, la géographie ou le français. Si vous y allez, vous, peut-être que même je vous invite à faire un reportage là-bas. Voilà, il faut y aller. Voilà. Si vous allez là-bas, on pourrait probablement vous montrer des enseignants spécialisés aveugles censés faire des cours.